Bonjour à tous. À la mairie de Plaisir, c'est une intelligence artificielle maintenant qui répond au téléphone. C'est intéressant de voir comment on apprend de plus en plus à communiquer, à collaborer, à travailler avec des IA et puis voir aussi le chemin qu'il reste à parcourir. À la une de Smartech, on parlera également des technologies qui sont utiles aux politiques locales. Comment les collectivités territoriales s'approprient ce numérique et puis aussi quelles sont les limites. On aura rendez-vous en deuxième partie de l'émission avec le monde de la donnée. On s'intéressera là aux données de surveillance et de traçage versus, j'ai envie de dire, la liberté d'expression, la liberté de circulation et la vie privée. Et puis on terminera cette édition avec notre chronique Où va le web et le passeport numérique qui arrive pour des bouteilles de vin. Mais d'abord, donc interview avec une IA qui répond au téléphone à la mairie de Plaisir. Sur le plateau de Smartech aujourd'hui, Vianney Raskin, vous êtes le fondateur de la start-up Citron et puis également adjoint au maire de la ville de Suresnes. On va débattre ensemble avec Manu Reynaud, adjoint au maire de Montpellier, de ces technologies qui s'avèrent réellement utiles à mener des politiques locales. On va voir comment aussi les décideurs locaux s'approprient ce numérique et quelles en sont les limites. Parce qu'il y a des technos utiles et puis parfois il y a aussi un surplus technologique qui va à l'encontre, je dirais, des politiques de sobriété. Donc on va étudier tout ça ensemble dans le TED Talk, mais d'abord je propose que l'on découvre cette intelligence artificielle qui répond au téléphone à la mairie de Plaisir. Bonjour Thomas Genoux. Bonjour. Vous êtes le président de Yelda, c'est vous qui êtes derrière cette intelligence artificielle qui répond maintenant à l'appareil. Ça se passe donc à la mairie de Plaisir dans les Yvelines en Île-de-France. Vous appelez ça, vous, un callbot, c'est-à-dire en fait un chatbot, un robot logiciel avec lequel je peux discuter, mais dont le travail principal est vraiment de répondre au téléphone. De quoi sont capables ces robots vocaux aujourd'hui ? Aujourd'hui, une intelligence artificielle va comprendre un certain nombre d'intentions, et pas 100% des intentions de l'utilisateur pour pouvoir répondre aux questions les plus courantes. Le but n'étant pas de répondre à 100% des questions, mais bien des questions les plus récurrentes et celles qui sont les plus automatisables, comme par exemple les questions liées aux demandes de passeport, aux demandes de carte d'identité, l'inscription des enfants à l'école ou un problème avec sa poubelle. Voilà des questions qui arrivent souvent et finalement dont la valeur... C'est très différent du répondeur vocal qu'on connaît tous et qui est parfois très désagréable d'ailleurs à utiliser. Alors c'est vrai que le serveur vocal interactif classique, on tape 1, tape 2, tape 3, et on est censé être redirigé vers le bon service. Oui. Or là, la promesse des nouvelles IA vocales, c'est l'IA va pouvoir donner un premier niveau de réponse. Donc des fois, plus besoin d'un interlocuteur humain. D'accord. Et comment vous gérez la fluidité de la conversation avec cette intelligence artificielle ? Parce que les gens qui appellent n'ont pas appris à utiliser l'outil. C'est vrai. C'est vrai qu'il y en a un certain nombre qui sont surpris et qui ne comprennent pas forcément qu'il y a un robot qui peut comprendre. Ouais. On essaie d'être didactique, pédagogique, en disant par exemple, en quelques mots ou une phrase courte, donnez la raison de votre appel. Ce qui permet aux gens de dire, par exemple, je veux refaire mon passeport, ou ne pas sortir une très longue phrase qui n'est pas très bien gérée à ce stade par les IA. C'est vrai, les intelligences conversationnelles ne savent pas encore gérer les très longues phrases. Et alors, quelle est la machinerie derrière ? Expliquez-nous votre technologie. Alors, avant tout, sans rentrer dans les détails très techniques, il y a un système de base de connaissances où on va faire apprendre finalement à une intelligence artificielle plein d'informations sur une mairie ou sur une autre organisation. Là, en l'espèce, une mairie, la mairie de Plaisir. On va lui expliquer tout ce qui est relatif, par exemple, au thème des passeports, des cartes d'identité. On va lui expliquer tout ce qui est relatif à l'école, aux déchets, et puis à tout un tas d'autres choses spécifiques à la mairie de Plaisir. On lui apprend du vocabulaire. Donc, comme finalement, Google sait faire la différence entre un chat et un chien, c'est à force d'avoir des données. Donc, il faut beaucoup de données pour entraîner. Donc ça, c'est notre rôle. Et c'est le personnel de la mairie qui a travaillé à entraîner cette IA ? Alors, nous, on fait déjà ce travail au préalable. Notre entreprise le fait. Néanmoins, effectivement, la mairie de Plaisir est mise à contribution pour donner les subtilités liées à la mairie de Plaisir. Par exemple, le nom d'un théâtre, le nom d'une rue, le nom des personnes qui travaillent peuvent être reconnus. Parce qu'effectivement, sinon, si je dis je veux refaire mon passeport, ça, je peux le comprendre pour n'importe quelle mairie de France, bien sûr. Mais il faut un petit temps de chaque personne de la mairie. Et aujourd'hui, ce sont des personnes de l'accueil usager qui ont entraîné, qui ont amélioré le système. Et est-ce que chaque coup de fil qui est passé à cette IA permet d'améliorer le système ? Est-ce qu'elle est apprenante ?
C'est ça. Ou est-ce que c'est un système fermé qui fonctionne, que vous livrez en travaillant peut-être à côté sur des améliorations, mais est-ce qu'il y a une évolution? Si j'appelle, je ne sais pas, cette IA aujourd'hui et dans 3 jours, est-ce qu'elle aura grandi? Bien sûr, le principe étant qu'à force d'avoir des appels, elle va apprendre. Mais alors elle va apprendre si seulement il y a un humain qui va venir regarder ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui à la mairie de Plaisir. Il y a des personnes qui travaillent au standard, qui désormais sont plus seulement des gens qui décrochent le téléphone, mais qui sont aussi des gens qui vont être sur leur logiciel, Yelda, pour regarder ce qui s'est passé, regarder ce qui s'est mal passé, et le corriger ou finalement amender. C'est-à-dire que si on pose une question dont l'IA n'a pas la réponse dans la base de connaissances, il faut un humain pour rajouter cette information. Donc là, il y a quelqu'un, un humain qui va dire, tiens, sur cette question-là, je vais rajouter la réponse. Désormais, demain, quelqu'un qui rappelle aura finalement la bonne réponse. Et alors, question piège peut-être, mais quel est l'intérêt? Alors, aujourd'hui, non, bien sûr, l'intérêt très fort, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de collectivités et d'entreprises, même dans le secteur privé, on travaille beaucoup avec le secteur privé, qui ne peuvent pas répondre à 100% des appels parce qu'il n'y a pas le temps, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas l'organisation. Donc là, par exemple, à la mairie de Plaisir, l'année dernière, c'était 35% des appels qui étaient décrochés. Ah oui. 2 fois sur 3, ça sonne dans le vide. Pourquoi ? C'est pas parce que les personnes de l'accueil ne veulent pas répondre, c'est parce qu'il y a trop de gens qui appellent, il y a plein de sujets. Les gens, suite au Covid, ont pris le réflexe d'appeler. Paradoxalement, effectivement, le bon vieux téléphone est devenu un canal encore plus populaire. Les gens ne se déplacent plus et appellent. Même avant de venir, ils appellent pour vérifier. Et donc, on se retrouve effectivement avec trop d'appels et on ne décroche pas tout le monde. Donc là, problème, les usagers ne sont pas satisfaits. Donc notre solution, c'est de dire, on va répondre à 100%. Là, ça veut dire qu'on remplace aussi un service qui était proposé par des humains. Eh bien non, puisque par définition, il n'y avait pas de service. Pour 65% des gens qui appelaient, il n'y avait pas de service. Et donc nous, aujourd'hui, il y avait 2 personnes à la mairie de Plaisir. Il y a toujours 2 personnes. Simplement, aujourd'hui, elles peuvent se concentrer sur les appels. À l'accueil, vous voulez dire Pardon, il y a 2 personnes à l'accueil du standard, qui est différent de l'accueil physique, c'est souvent dans les grandes mairies, 35 000 habitants à Plaisir. Donc 2 personnes qui, aujourd'hui, peuvent se concentrer sur les appels qui ont vraiment du sens, là où elles apportent de la valeur. Parce qu'effectivement, quand quelqu'un appelle et qui demande quels sont les horaires de la mairie ou comment faire mon passeport, la valeur ajoutée n'est pas évidente. Est-ce qu'on peut appeler le chatbot, du coup, à n'importe quelle heure, n'importe quel jour? Est-ce que la mairie est plus disponible aussi? Bien sûr, la promesse, c'est de répondre 24/7, notamment à la pause méridienne, puisqu'effectivement, il y a des pauses et il y a personne qui répond le midi. On a beaucoup d'appels entre midi et 2 qui sont maintenant pris en charge. Donc évidemment, c'est important de pouvoir répondre à tout moment. Et, ça fonctionne bien 24/7. Et ça coûte combien? Ça coûte cher? C'est un gros investissement pour une mairie? Alors, non, c'est pas un gros investissement dans le sens où, d'une part, l'ordre de grandeur, ça a commencé à environ 700 à 800 euros par mois, voilà. Et qu'en plus, souvent, pour une mairie, il peut y avoir des aides au niveau régional. C'est le cas de la mairie de Plaisir. Donc, c'est quand même vraiment intéressant de s'équiper de ce genre d'outils, puisque de toute façon, par rapport à l'apport que ça apporte aux usagers, pour nous, c'est extrêmement intéressant, puisque c'est pas si cher et ça apporte une vraie plus-value aux usagers. Bon, alors, on a voulu quand même tester votre IA, lui passer un coup de fil, je dois dire pas très sympathique, parce qu'on lui a posé une question compliquée, mais on voulait aussi pouvoir tester jusqu'où est capable d'aller l'intelligence artificielle et peut-être aussi démystifier certaines choses. On va écouter, c'est Marie qui a passé ce coup de fil pour l'équipe de Smartech. Bienvenue à la mairie de la ville de Plaisir. Je suis Optimus, votre nouvel assistant conversationnel. À des fins d'amélioration continue de nos services, je vous informe que cet appel est susceptible d'être enregistré. La mairie vous accueille le lundi de 13h30 à 19h30, du mardi au vendredi de 9h à midi et de 13h30 à 17h30, et le samedi matin de 9h à 11h45. Le jeudi, la mairie ouvre à 10h. Afin de mieux vous servir, pouvez-vous m'indiquer, en quelques mots ou une phrase courte, le motif de votre appel? Après le bip, c'est à vous. Bonjour, j'ai entendu dire à la télé qu'on allait couper le réseau cuivre. Quand est-ce que notre commune sera concernée? Je n'ai pas encore la réponse à cette demande pour le moment. Pouvez-vous reformuler votre demande? Comme le réseau cuivre va s'arrêter, est-ce que je risque de ne plus avoir d'accès au téléphone? Quel service souhaitez-vous joindre? Est-ce que je risque de ne plus avoir accès à Internet? Et qui peut me renseigner à la mairie, s'il vous plaît? Je ne reconnais pas ce service. Quel service souhaitez-vous joindre? Si vous ne savez pas, dites accueil. Accueil.
Je transfère votre appel à l'accueil de la mairie. Alors, ce n'était pas une question facile. L'IA a eu du mal à s'en sortir. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne reste pas dans l'impasse. À la fin, il nous propose de discuter avec un humain à l'accueil. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça montre aussi que quand il n'est pas programmé pour répondre à certaines questions, là, on ne peut pas le pousser beaucoup plus loin, finalement. Bien sûr, puisque là, ce cas-là, précisément, n'est pas inclus dans la base de connaissances de l'assistant virtuel, de l'agent virtuel. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Effectivement, il va finir par rediriger vers l'accueil. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas compris. Ça peut vouloir dire simplement que la réponse n'est pas encore disponible. Et typiquement, là, pour une question très spécifique liée à l'actualité, il faudrait finalement qu'on ait les éléments de langage de la part de la mairie pour mettre à jour le système, pour donner une réponse. Parce qu'effectivement, sinon, si on laissait l'agent virtuel inventer une réponse, qui est techniquement possible, aujourd'hui on le voit avec les chats GPT, oui, on peut inventer des réponses. Mais il pourrait très bien décider que oui, ça va se terminer demain, ou que non, ça ne va pas se terminer demain. Mais si ça n'a pas été validé par la mairie, on n'a pas envie d'asséner une réponse. Oui. Voilà. Donc, on ne sait pas d'ailleurs si à l'accueil, on aurait eu la réponse à notre question. Il va falloir travailler dessus aussi avec la mairie de Plaisir. Et puis, il y a cette difficulté de décrypter aussi ce que disent les gens, parce que le serveur vocal peut avoir appris des mots à l'écrit, à l'oral avec certaines voix, mais pas forcément comprendre toutes les voix, tous les accents, toutes les façons qu'on a chacun de nous exprimer. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on passe toujours par une transcription, la plupart du temps, orale à l'écrit. C'est-à-dire qu'on va essayer de transcrire et ensuite on va analyser ce qui a été dit en fonction de la transcription écrite qu'on a reçue. Oui. Aujourd'hui, ce stade-là, il est vraiment à un niveau très bon. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de loupés. C'est-à-dire que si on va regarder dans les logs, dans les écrits de ce qu'on a récupéré suite à votre appel, on verra ce qui a été écrit, on a bien compris, c'est quasiment sûr. On a sans doute aussi compris le thème. Mais encore une fois, ici, finalement, quand le bot a regardé dans sa base de connaissances, il n'a rien vu par rapport à ça, donc il n'a pas pu y répondre, donc il a voulu transférer un service. Ça vous intéresse pour la mairie de Suresnes ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'à Suresnes, on réfléchit beaucoup à ce type de solution. On rechallenge énormément l'accueil des usagers à la mairie dans les différents services. Après, c'est une vraie réflexion de fond parce qu'effectivement, on ne peut pas faire dire n'importe quoi à une intelligence artificielle. On a besoin de maîtriser notre discours et tous les services ne sont pas forcément accessibles. Il y a des services, il y a des questions sur lesquelles quelqu'un des services ne saura pas répondre, n'aura pas la réponse et n'aura peut-être même pas vocation à répondre. Là, on a eu une question très concrète, mais les questions peuvent être d'ordre personnel, etc. Donc, on aurait plutôt tendance à challenger beaucoup l'outil avant de le déployer. Mais clairement, ça fait partie des solutions d'aujourd'hui et de demain sur lesquelles on se penche très sérieusement pour étudier leur pertinence. Eh bien, c'est une bonne introduction pour notre talk ensemble sur ces technologies qui sont utiles ou non aux politiques locales. Quel rapport les collectivités territoriales entretiennent avec les technologies? Quelles sont ces techs qui sont réellement utiles pour les politiques locales? On en parle avec d'abord mes deux invités qui sont restés en plateau. Thomas Genoux, Yelda, c'est une IA que vous avez proposée à la mairie de Plaisir et qui aujourd'hui répond au téléphone aux usagers. Et puis Vianney Raskin, fondateur de Citron, start-up française qui travaille avec des entreprises et des collectivités. En Ile-de-France, on peut citer Issy-les-Moulineaux, par exemple. Ouais, qui d'autre? Alfortville, la région. Le département de l'Essonne, des villes comme Asnières, etc. Donc, vous leur proposez d'accélérer leur transition énergétique en utilisant une plateforme de pilotage, finalement, des consommations et des ressources. Et puis, je précise donc que vous êtes également adjoint au maire de la ville de Suresnes. Avec nous, à distance, Manu Reynaud, adjoint au maire de Montpellier, président du groupe politique Choisir l'écologie à Montpellier, conseiller de Montpellier Méditerranée Métropole. Bonjour. Vous avez pris la décision à Montpellier d'interdire l'usage de ChatGPT en interne dans les services de la ville. Comment est-ce que vous abordez cette question de l'adoption des technologies pour les politiques publiques et locales ? Alors avec un grand intérêt, parce que la métropole de Montpellier est d'ailleurs très en avance sur les questions d'IoT, l'Internet des objets. Donc nous avons beaucoup d'expérience là-dessus. Et concernant ChatGPT, c'est plutôt une mesure conservatoire et c'est plutôt une interrogation qu'on s'est posée en rapport avec notre rapport à la technologie. Comment ces robots conversationnels, comment ces IA allaient pouvoir accéder à nos données, quels problèmes juridiques, quels problèmes ça posait à nos agents.
Alors on a pris une mesure conservatoire qui est de dire on fait attention, on respecte la loi sur les données confidentielles, sur les usages, et on demande à nos agents et à ceux qui travaillent avec nous de faire attention à ne pas utiliser les données de la collectivité le temps qu'on ait étudié la chose. Ce n'est pas du tout un sentiment de défiance vis-à-vis de la technologie, au contraire, c'est un sentiment c'est une attention de prudence légale, où on regarde nos responsabilités en tant que collectivité, mais c'est aussi un regard extrêmement bienveillant sur les apports que pourrait apporter la technologie et quel usage elle pourrait avoir. Et on a donc entrepris avec un groupe d'experts au niveau montpelliérain, puisqu'on a sur l'écosystème des entreprises, des chercheurs, tout un tas de gens qui travaillent là-dessus, qui l'utilisent déjà, pour voir comment on pourrait s'y avancer au mieux et quels usages on pourrait en faire au mieux, notamment concernant toutes ces questions de l'IA. Il est question de prendre ce tournant de l'IA de façon positive, mais une IA choisie et non subie, pas via des systèmes qui nous sont imposés, mais plutôt des systèmes qu'on va apprendre à utiliser. Sans compter que ça pose des questions aussi de souveraineté, mais on va y revenir. Vous vous adressez la question, Vianney, de la transition énergétique. On doit aller vers plus de sobriété. À quel point les décideurs locaux sont enthousiastes quant à l'idée d'aborder ce sujet à travers des technologies? Parce que ça peut aussi être un frein, finalement, de se dire mais on ne va pas en rajouter sur la consommation énergétique, on ne va pas rajouter des technos alors qu'on essaye d'être plus sobre. Oui. Alors déjà, pour la consommation que peuvent avoir les technologies qu'on utilise dans le cadre de la transition énergétique, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'elles vont avoir un impact positif, ou plutôt entre guillemets négatif. Elles vont diminuer la consommation bien plus que ce qu'elles ne vont elles-mêmes consommer. C'est des technologies qui consomment très peu d'énergie et qui par contre peuvent avoir un impact très important sur le patrimoine immobilier. Et ça, vous leur démontrez, vous leur faites la démonstration? Bien sûr. Chez Citron, on a développé une plateforme web qui va servir à collecter toutes les données liées à l'énergie dans un patrimoine immobilier. C'est-à-dire qu'on va avoir des robots qui vont d'eux-mêmes aller régulièrement sur le site internet du fournisseur d'énergie pour y télécharger les factures, les lire, les comprendre et intégrer les données qui se trouvent dessus, des adresses de livraison, des données de consommation, de coûts, etc., dans une base de données qui sera après accessible à son utilisateur, un responsable technique, un responsable fluide d'une collectivité ou même d'une entreprise ou d'un professionnel de l'énergie. En ayant un accès à ces outils de suivi, en ayant accès à des outils même d'analyse qui vont savoir appeler régulièrement l'exploitant en charge de la maintenance d'une chaufferie, par exemple, ou d'un système technique, parce qu'on aurait pu observer qu'il consomme trop ou que l'impact, par exemple, la température dans les locaux de la mairie ne sont pas au niveau attendu, on va du coup pouvoir avoir une maîtrise très fine de ces sujets-là. Le fait de mieux maîtriser d'un côté le confort, mais surtout la performance énergétique, ça va permettre en général d'économiser entre 5 et 10% sur les consommations énergétiques du patrimoine immobilier. Imaginez ce que la consommation que représentent en face les serveurs qui vont être utilisés par la machine, c'est ridicule à côté. Manu Reynaud, vous, du côté aussi de la métropole de Montpellier, vous êtes engagé dans un plan de sobriété, de transition énergétique. Ça passe par quelle technologie ? Alors, ça passe, vous savez que la question des gaz à effet de serre et l'impact de la sobriété énergétique, c'est principalement sur le matériel qu'on le fait, dans l'usage des matériels, les équipements, les smartphones, les ordinateurs et ainsi de suite. Donc, il y a une vraie politique d'achat. Mais si on parle de l'IoT par rapport à l'Internet des objets, effectivement, ce que disait monsieur sur l'usage qu'on peut en avoir pour contrôler, par exemple, la consommation des bâtiments, des luminaires. On a plein de plateformes là-dessus, on est relativement en pointe avec une plateforme de données sur la base d'un réseau LoRa, qui est un réseau basse fréquence, donc il y a des choix à la base qui sont des choix de sobriété sur l'utilisation même des réseaux, et après, dans l'utilisation des objets, il faut toujours faire attention au retour sur investissement. On peut toujours vous faire miroiter, et c'est une bonne chose, beaucoup de retour sur investissement sur intégrer et capter des données pour en avoir un usage et avoir des bénéfices directs. Ce n'est pas toujours le cas. Ça a été, à un moment donné, il y a quelques années, une vraie politique qui était quand même très communicationnelle, on va dire. Nous, on a une approche très itérative et au cas d'usage par cas d'usage, et sur chaque objet, et Dieu sait si on en a sur beaucoup de thématiques, que ce soit sur le stationnement d'un côté, sur la question de l'éclairage, sur la question de la sobriété des bâtiments, on a expérimenté et au fur et à mesure, expérience après expérience, valider les process pour voir effectivement le retour potentiel sur investissement, sachant que parfois, effectivement, il peut y avoir des effets contre-intuitifs où on pense que c'est une bonne idée, mais ça n'en est pas forcément une. Je pense qu'il est fini le temps de « on collecte pour collecter ».
et on verra après ce qu'on en fait. Donc nous, la démarche, c'est via une plateforme de données, sur la base notamment d'une récupération d'un réseau basse fréquence, de dire on le fait au cas par cas et on étudie le rendu en fonction de cas d'usage au fur et à mesure. Et oui, c'est la folie du big data, où on ne savait plus quoi faire de toutes ces datas, ça c'est vraiment derrière nous, c'est clair. C'est pas simple non plus pour une start-up de travailler avec des collectivités locales, parce qu'elles sont en première ligne pour appliquer les mesures de sobriété, de transition énergétique, mais elles ont quand même des moyens très limités, des moyens financiers, je veux dire. Oui, tout à fait. Alors, ça dépend beaucoup des collectivités locales et de leurs compétences, mais ce qu'il ne faut pas voir ça comme cette démarche comme un coût. C'est-à-dire que, effectivement, quand on réfléchit à déployer... Au départ, quand même, ils vous donnent un petit budget, donc... Oui, tout à fait. Non, mais il y a une dépense initiale, mais qui est très rapidement rentable, et donc du coup, en fait, le retour sur investissement, comme disait Monsieur, est très rapide. Typiquement, là, quand on rentre, comme la ville de Montpellier, dans des démarches où on met des objets connectés, où on met des technologies, ce qu'on pourrait qualifier de hardware, d'équipement physique. Là, il y a des frais d'achat du matériel, d'installation, de déplacement, etc. Ça peut avoir un impact assez important d'un point de vue acquisition, CAPEX, OPEX ou un fonctionnement et investissement. Pour faire des choses moins onéreuses. Bien sûr, en fait, aujourd'hui, il y a des technologies et des données qui sont déjà présentes. Par exemple, on a beaucoup entendu parler du compteur Linky à une époque. Oui. Maintenant qu'il est déployé, mais servons-nous-en. Collectons les données qui sont issues de ces gestionnaires de réseaux de distribution, d'Enedis à 95% sur le territoire, mais de manière globale par les concessionnaires qui possèdent la donnée. Alors, c'est une donnée macroscopique, d'abord. Une donnée qui va être ce qu'on pourrait qualifier de haut compteur. On n'est pas encore du sous-comptage, on n'est pas sur de la mesure des températures ou de la qualité d'air, mais on a déjà une donnée qui nous permet, par exemple, d'observer si un talon de consommation nocturne. Et un talon de consommation nocturne, par exemple, dans une école, eh ben, si c'est pas le même sur 2 jours d'inoccupation, entre guillemets, eh ben, on sait qu'il y a un gaspillage énergétique et on va pouvoir aller creuser pour essayer de détecter quel est ce gaspillage énergétique. Donc là, on a juste besoin de la plateforme logicielle, en fait, qui va collecter les données et nous proposer des graphes d'analyse. Bien sûr, la plateforme logicielle va savoir déjà vous donner de l'information parce qu'il y a des données qui sont déjà existantes sur le marché. J'ai parlé des factures tout à l'heure, on va scraper, lire automatiquement les données qui sont présentes dessus. Il y a le compteur Linky, mais il y a aussi des données très intéressantes et assez exogènes. Météo France va savoir nous donner la température extérieure. On va pouvoir la comparer à la consommation, par exemple, de gaz d'un bâtiment, ce qui correspond globalement au chauffage du bâtiment souvent. Donc on va pouvoir vraiment mesurer l'impact d'une consommation énergie et détecter un gaspillage énergétique. Après, effectivement, et je souscris tout à fait à ce qu'a dit mon collègue de la ville de Montpellier, qui est de dire qu'une fois qu'on a fait une première étape, eh ben, il faut continuer à avancer. Mais là, du coup, l'investissement va être porté par les économies qu'on a fait précédemment. Ça va être ce qu'on appelle une stratégie d'intracting. On va aller chercher à financer les prochains investissements avec les économies réalisées et donc à avancer pas à pas. Alors, de quelle façon, plus largement, le numérique est utilisé par vos équipes pour piloter des politiques locales et peut-être revenir aussi, Manu, sur la question de la souveraineté. On a commencé à l'évoquer avec ChatGPT, qui est un outil américain. Comment est-ce que vous réfléchissez à la fois comme le numérique comme outil de politique locale, mais aussi comme outil de souveraineté numérique? Alors, nous, on a fait des choix qui sont clairement depuis plusieurs années, notamment en matière de souveraineté, notamment sur la question de la responsabilité de la donnée, de la propriété de la donnée, puisque via cette plateforme de données dont parlait monsieur, je pense qu'on parle des mêmes choses, on va dans les mêmes solutions, parce que nous aussi, on a un projet justement d'allier avec le compteur Linky, Gaspard et nos propres compteurs d'eau, puisque l'eau est en régie publique de l'eau, et justement d'avoir un domaine applicatif pour les usagers qui leur permettent de modifier leur comportement, pour la puissance publique, en l'occurrence la régie publique de l'eau et la métropole, d'avoir une politique de l'eau, parce que vous avez le comportement individuel que vous pouvez modifier en fonction des données qu'on va mettre à disposition, et vous voyez de façon globale, et puis vous avez la politique globale de la collectivité qui, grâce à cette plateforme de données, et grâce évidemment à ce qu'on appelle parfois certainement l'informatique décisionnelle au niveau de la collectivité, mais grâce à ces tableaux de bord qui nous permettent aussi d'avoir une politique. Par exemple, sur la politique de l'eau, nous, les compteurs connectés qui sont associés, qui sont pour l'instant principalement sur des grands comptes, c'est-à-dire des grands comptes d'entreprises ou de gros consommateurs d'eau, et nous allons petit à petit les mettre en place chez tous les individuels, il n'y a aucun souci là-dessus, mais ça nous permet à la fois de piloter au niveau global une politique publique de l'eau. Par exemple, nous avons décidé que pour les particuliers, les 15 premiers mètres cubes seraient gratuits.
jusqu'à 120 mètres cubes, c'est un certain tarif. Et au-delà, comme on considère que ça n'est plus les 15 premiers mètres cubes gratuits, l'eau est gratuite parce que c'est les besoins humains de consommation d'eau pour boire, pour se laver. Au-dessus, c'est une consommation qui conforte du confort. Et au-dessus de 120 mètres cubes, on considère que c'est des usages qu'on doit payer plus cher. Donc, tout ça a du sens quand non seulement vous attendez un retour sur investissement, sur les économies d'eau, mais qui, pour nous, ont du sens entre l'économie de la ressource en elle-même. Vous le disiez, je suis président du groupe Écolo, donc je peux d'autant mieux vous en parler. Donc, ça nous permet à la fois de modifier les comportements du côté consommateur, et ça nous permet, qui est volontaire de leur part, avec une politique publique qui est appuyée sur une question de tarification et avec des dashboards qui permettent à un moment de visualiser de façon macro les politiques publiques et les consommations qu'on peut avoir. Et sur la question de la souveraineté, vous disiez que vous faisiez attention à ce point. Comment on fait pour garder la main sur nos données, qui sont les données de tous les concitoyens ? Alors, on la garde de façon juridique et on la garde de façon technique. Il y a les deux aspects qu'il faut voir. Technique, le réseau LoRa, par exemple, qui est le réseau qui collecte les données, nous appartient juridique parce qu'on a des contrats avec nos opérateurs. Alors, c'est parfois des opérateurs publics qui nous appartiennent, comme la Régie publique de l'eau, comme la SPL TAM, qui est l'opérateur de mobilité pour le tram et les transports publics, mais ça peut être aussi avec des opérateurs privés dans lesquels nous, on a des contrats qui nous lient pour l'appropriation de la donnée. Mais pour les serveurs physiques, pour les installations techniques et notamment de réseau, ils nous appartiennent. Parce qu'il y a la difficulté des moyens alloués aux collectivités territoriales, mais il y a la difficulté aussi de travailler dans un environnement où ce sont des données critiques, des données sensibles que l'on manipule. Bien sûr, c'est un sujet qu'on regarde de très près, mais aujourd'hui il existe un certain nombre de technologies qui nous permettent à la fois de protéger les données, alors qui peuvent être personnelles de temps en temps, mais aussi les données d'une collectivité. Et évidemment, c'est un sujet de tous les jours. C'est pour cette raison-là d'ailleurs qu'on a rapatrié nos data centers en Île-de-France. D'accord. Et alors là, quand on vous écoute, on se dit mais c'est merveilleux. On pense qu'on a tous les arguments pour convaincre les décideurs locaux d'utiliser davantage finalement de technologies au service de politiques locales et notamment de sobriété énergétique. Pour autant, ça reste compliqué de les convaincre. Vous êtes deux exemples, parce que vous êtes dans Smart Tech, donc un peu spécifique quand même. Alors, c'est pas si difficile que ça de les convaincre. Ce qui est difficile, c'est de leur parler à tous en même temps. Mais aujourd'hui, on a par exemple le décret tertiaire, qui est une contrainte réglementaire, légale, qui impose à tous les propriétaires et les locataires de bâtiments de 1000 m² et plus de suivre et de réduire leur consommation d'énergie. Cette réglementation, elle permet de sensibiliser très largement toutes les collectivités qui sont du coup assujetties, parce que très souvent propriétaires et régulièrement aussi locataires de bâtiments à usage tertiaire. Une école par exemple, une crèche, un gymnase, des bureaux, un hôtel de ville, tout ça, ce sont des bâtiments qui en général font plus de 1000 m² et qui sont à usage tertiaire. Elles ont donc d'abord une obligation réglementaire de mettre en place des systèmes de suivi et d'amélioration de leur performance énergétique. Ouais. Ensuite, il y a aussi un driver qui est très fort, qui est l'impact environnemental qui est lié à ces consommations énergétiques. Au-delà de la consommation qu'on peut avoir de ressources naturelles qui ne sont pas éternelles, on va avoir également des émissions de gaz à effet de serre qui sont très importantes et qui sont liées justement à ces consommations d'énergie. On va du coup avoir un facteur déterminant qui va être les urnes et les habitants d'une collectivité qui sont sensibilisés de plus en plus à ces sujets-là et qui souhaitent protéger leur environnement et qui du coup demandent à leurs représentants, aux élus et aux services qui travaillent pour la ville de travailler sur ce sujet-là. Et dernièrement, il y a un sujet financier. Réduire ses consommations énergétiques, aujourd'hui, c'est rentable. Ouais. Ouais, c'est presque une urgence. Merci beaucoup. J'ai pas eu le temps de vous faire réagir, Thomas Genoux. Vous avez eu votre temps dans la partie interview. Merci Thomas Genoux, Yelda, d'être resté avec nous jusqu'au bout. Merci à Manu Reynaud qui était connecté à distance depuis la ville de Montpellier et Vianney Raskin de la start-up Citron. Juste après la pause, on va parler des données de surveillance, de traçage. Comment est-ce qu'on peut concilier ça avec la protection de la vie privée ? Et vous voilà de retour sur le plateau de Smart Tech, votre quotidienne sur l'innovation, le numérique, les technologies. On parle ici beaucoup du monde de la donnée. On va regarder d'un point de vue juridique avec Carole Chartier-Djelaï-Bia. Vous êtes juriste, membre fondatrice et secrétaire générale du Cercle de la Donnée. Bonjour Carole. Bonjour. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux données de surveillance, de traçage. Est-ce que selon vous, ces dérives, on va dire, intrusives des technologies sont quand même conciliables avec un certain niveau de protection de notre vie privée ?
Écoutez, d'un côté, on a ce principe fondamental qui est la protection de nos vies privées, qui a été érigé en droit dans la Déclaration des droits de l'homme, qui est un principe qui permet la protection de l'individu, donc de sa sécurité, de sa dignité, la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté de circulation. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez prégnant dans notre société. Et puis c'est vrai que d'un autre côté, et fort heureusement, on vit dans une société où les technologies sont partout, avec une forte innovation, et qui permettent aujourd'hui de traiter de plus en plus de données. Donc c'est vrai qu'on va se retrouver avec des technologies qui sont parfois invasives, comme vous l'avez dit. Et donc, la difficulté, c'est toujours la mise en balance de ces deux principes, en fait. Et l'image qui me vient, c'est un peu comme un funambule, en fait, qui serait sur son fil avec son balancier. Et quand il est question de données personnelles, souvent, c'est la CNIL qui fait office un peu de garant pour mettre en balance et essayer de trouver l'équilibre nécessaire entre les deux. Alors, on va s'intéresser, parce qu'on en parle beaucoup avec l'arrivée des Jeux Olympiques 2024 et un amendement qui a été pris récemment, à ces caméras augmentées, qu'on dit intelligentes. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler la différence entre ces caméras augmentées et la reconnaissance faciale ? Oui, alors la reconnaissance faciale, comme son nom l'indique, elle vise à reconnaître une personne. C'est en fait un dispositif biométrique, donc qui vraiment a pour but de reconnaître une personne, alors qu'une caméra augmentée, c'est simplement un dispositif de surveillance qui est couplé à un logiciel d'intelligence artificielle, donc qui a pour but de reconnaître des images, mais pas forcément de chercher à reconnaître des individus. Par exemple, une caméra augmentée pourra servir à détecter des bagages abandonnés dans une gare, alors qu'un dispositif de reconnaissance faciale, lui, cherche vraiment à reconnaître, par exemple, un individu fiché. Et cette distinction juridique, elle est importante, elle a des conséquences ? Elle a des conséquences parce que quand il s'agit de traiter des données biométriques, dans certains cas, c'est interdit, notamment par la loi informatique et liberté, donc il va falloir des autorisations très spéciales pour pouvoir le faire. Et alors justement, quelle est la position de la CNIL par rapport à ces caméras ? Alors la CNIL, elle avait eu l'occasion de se prononcer déjà lors d'une position qu'elle avait prise en juillet 2022. Et là, par rapport au projet de loi sur les Jeux Olympiques, donc qui ouvre cette possibilité de faire appel à des caméras augmentées lors de cet événement des Jeux Olympiques. Oui, c'est sur une période bien définie. Voilà. Oui. Et bien en fait, la CNIL a estimé que les principes qu'elle avait énoncés dans sa position de juillet 2022 avaient bien été pris en compte, puisque, comme vous l'avez dit, il s'agit d'un déploiement limité dans le temps et dans l'espace, qui sera simplement à titre expérimental, pour certaines finalités spécifiques qui correspondent à des risques graves pour les personnes, c'est-à-dire certains types de manifestations qui présenteraient des risques graves pour l'ordre public. Elle a aussi souligné le fait qu'il n'y avait pas de traitement de données biométriques, pas de rapprochement avec d'autres fichiers, elle est assez attentive au croisement de fichiers, et aussi une absence de décision automatique, c'est-à-dire que le dispositif est là pour signaler des situations, mais après il y a un humain derrière qui va prendre le relais et qui va analyser la situation. Et donc en fait la CNIL, ce qu'elle essaye de faire à travers tout ça, c'est de tracer une ligne rouge et de faire en sorte que ces caméras ne soient pas utilisées par exemple à des fins de notation sociale, comme c'est le cas par exemple en Chine. Alors là, on parle d'acteurs publics. Il y a aussi des dispositifs qui sont mis en place par des acteurs privés. Oui, tout à fait. Il y en a pas mal. Et donc, si on se base à nouveau sur des délibérations récentes de la CNIL, il y a eu une délibération qui date de mars dernier, qui était relative à un contrôle qu'elle a effectué au sein de la société CityScoot. Donc, c'est une société qui propose de la location de scooters en free floating, on appelle ça. Et donc, c'est à travers une application, vous pouvez louer un scooter électrique et le service est facturé à la minute. Et lors de son contrôle, la CNIL s'est aperçue que cette société relevait la géolocalisation, les points de géolocalisation, toutes les 30 secondes, donc quand le scooter était loué par une personne, et qu'en plus, elle conservait trace de ses trajets. Donc en fait, elle a estimé que c'était intrusif parce que pour les finalités collectées qui étaient le traitement des infractions au code de la route, le traitement des réclamations clients, le support aux utilisateurs ou la gestion des sinistres et des vols, la CNIL a considéré qu'il n'y avait pas besoin de faire un traçage aussi fin et que le service pouvait tout à fait être rendu sans avoir recours à ce type de dispositif.
Donc en fait, elle a estimé qu'il y avait manquement au principe de minimisation des données. C'est un principe qui est dans le RGPD, la loi informatique et liberté, selon lequel les données collectées, elles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au but, par rapport à la finalité visée. Ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Donc la CNIL, vraiment, c'est son cœur de métier, hein, le centre de ses préoccupations. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir de plus en plus de contrôles de ce type ? Alors, ce qui est sûr, c'est que la CNIL, elle va assurer un suivi. Parce que donc, pour les caméras augmentées, comme on l'a dit, ça faisait déjà partie de ses axes prioritaires en 2022-2023, puisqu'il y a eu cette position. Et avant ça, elle avait fait une consultation publique. Et puis, elle a annoncé qu'en 2023, les caméras augmentées seraient un axe prioritaire de contrôle. Donc là, on peut s'attendre, parce qu'elle va contrôler donc, que les pouvoirs publics, que cet usage soit correctement encadré. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait potentiellement des sanctions. Et donc pour ce qui est de la géolocalisation, dans le cadre de son accompagnement sectoriel, la CNIL a créé ce qu'elle appelle un club de conformité auquel elle a invité tous les acteurs de l'écosystème de mobilité des véhicules connectés. Mais alors là, le but, ce n'est pas forcément de sanctionner, ce sera plutôt d'accompagner vers une meilleure utilisation de la géolocalisation, c'est pas un terme facile à dire, par tous ces acteurs. Alors, donc on a la CNIL qui veille au grain. J'imagine que cette position, elle est saluée, ou en tout cas dans la ligne de ce que vous faites au Cercle de la Donnée. Oui, tout à fait. C'est déjà très important d'avoir, il me semble, un cadre technologique qui soit sûr et fiable pour tout un chacun. Et puis, comme vous le savez, nous, au Cercle, on est très attachés à la souveraineté numérique. Et cette souveraineté, elle passe aussi par la souveraineté individuelle et par le respect des valeurs. C'est-à-dire que nos données, c'est quand même le prolongement de nous-mêmes. Et donc, il est vraiment très important de veiller à ce que ces données elles ne soient pas usurpées par des tiers ou instrumentalisées au détriment de nos libertés individuelles. Donc, vous êtes dans la même ligne. Tout à fait. Merci beaucoup, Carole Chartier-Djelaïbia du Cercle de la Donnée, pour votre analyse sur cette manière dont on peut concilier finalement l'évolution technologique et puis la protection de la vie privée. Juste à suivre, c'est la dernière séquence de Smart Tech. On va regarder où va le web. Alors aujourd'hui, Eva s'est intéressée à la naissance d'un passeport numérique pour bouteilles de vin. Quand le vin rencontre le Web 3, ça donne Wine in Block. La start-up française fait le pari de mettre la blockchain et les NFT au service des producteurs de vin. Elle a élaboré un passeport numérique unique à chaque bouteille. Ce passeport, c'est en fait une puce placée sous l'étiquette. Il est inscrit sur la blockchain et il contient toutes les informations sur le vin en question, domaine, région, année, cépage. Vous trouverez même des conseils de dégustation à consommer avec modération, évidemment. Il suffit juste de scanner l'étiquette avec son smartphone. Mais le plus important ici, c'est bel et bien de pouvoir tracer et authentifier sa bouteille de vin. Vous l'avez peut-être compris, mais l'ambition de la start-up est de lutter contre la contrefaçon. En Europe, les pertes de la filière viticole à cause de la contrefaçon sont estimées à 2,4 milliards d'euros par an. Parmi les pratiques les plus courantes, copier l'étiquette d'un grand vin et la placer sur une bouteille pas chère. Autre technique, récupérer une vraie bouteille de qualité dans un restaurant par exemple et en changer le contenu. Alors, pour la start-up, au même titre que d'autres produits de luxe, le vin doit être protégé. Wine in Block travaille aussi actuellement au développement d'une marketplace pour proposer son propre lieu d'échange sécurisé dédié à la revente de vin sur le marché secondaire. Et bien voilà, ça peut faire un nouveau sujet pour le Cercle de la Donnée. Enfin, les métavers sont une mine d'or, je dirais, de réflexion au sujet de la protection des data. Hein. Tout à fait. Il va falloir qu'on s'y attelle parce qu'à mon avis, il y a quand même pas mal de choses à dire, que ce soit au plan juridique, au plan de la souveraineté. Enfin, il y a énormément de... Même si les principes qui existent actuellement, je pense, peuvent être transposés, il y a quand même matière à voir
comment cela doit être fait. Ça pose quand même de nouveaux enjeux. Merci Voilà. beaucoup, Carole Chartier-Djelaïbia, donc juriste, membre fondatrice et secrétaire générale du Cercle de la Donnée. Et puis merci à vous de nous suivre fidèlement dans Smart Tech. On se retrouve évidemment dès demain sur la chaîne Bismart dès 11h le matin, ou aussi en replay et en podcast comme vous voulez, pour de nouvelles discussions sur la tech. C'est ici que ça se passe.